Voilà, on commence cette vidéo avec ce cadre bucolique que je vous offre. Voilà, petite balade hors confinement, hein, c'est la première que je m'octroie dans la nature depuis le début de ce confinement. Nous sommes début avril. Alors j'ai croisé quelques personnes là dans la forêt. Bon, officiellement, hein, je suis à 1 kilomètre maximum de chez moi. D'ailleurs, je crois que je suis vraiment à pas plus d'1 kilomètre, hein. De toute façon, j'ai la forêt pas très loin. Alors je vous fais rêver un petit peu avec ce décor. Il se trouve que cette eau-là, alors je suis content parce qu'elle est particulièrement propre. Je pense que, parce que d'habitude, hein, j'ai l'habitude depuis que je suis gamin, ici on a les eaux usées qui se déversent dans cette eau qui semble belle, limpide et naturelle. Mais là, pour la première fois, effectivement, elle semble très propre. Elle n'a pas cette odeur qu'elle avait, cette odeur d'égout qu'elle avait habituellement. Et donc j'en suis très content parce que visiblement, maintenant, apparemment, les eaux usées ne se déversent plus dans cette source. Et donc là, on a une eau un peu plus pure, un peu plus claire. Et ça fait plaisir à voir. Oui, parce que bon, je vous fais rêver un petit peu avec ce cadre bucolique, mais je ne vis pas en pleine campagne, hein. Je vis en réalité en pleine zone industrielle. Mais, euh, mais comme vous pouvez voir, bon, il y a quand même des petites forêts, hein. Il y a des petits morceaux de forêt qui sont restés intacts, hein, des petits morceaux de verdure et de campagne entre les villes industrielles dans le Grand Est, et ça fait plaisir. Voilà. Alors, bon, c'est pas plus juste pour vous montrer la nature que je fais cette vidéo, hein. Je la fais en pleine nature pour changer un petit peu du cadre de, de l'endroit où je suis confiné. Mais c'est aussi pour parler un petit peu de la situation. Alors, vous avez vu que bon, j'ai quand même joué le jeu du, euh, du comment dire, de l'entraide, hein, dans le confinement, c'est-à-dire que j'ai mis en ligne des cours qui sont des anciens cours que je faisais dans le cadre de mon ancienne tentative, on va dire, d'entreprise sur Internet de vente de cours en ligne, bon, qui n'a pas fonctionné pour diverses raisons. Voilà, bon, moi j'ai fait ma critique de cela, mais c'est bon, c'est surtout parce que bon, ça me demandait une dose de travail et j'avais pas vu la dose de travail, j'avais un peu sous-estimé. Et d'autant plus que j'avais sous-estimé aussi le côté purement commercial, hein, qui sur Internet est particulier. Voilà, donc depuis, je me suis un petit peu mieux formé à cela. Et donc, c'est pour ça que maintenant, j'ai un autre créneau, hein. Je vous rappelle, j'ai mon livre, je voulais dire mon site de vente en ligne de livres, donc qui devrait, voilà, devrait un petit peu mieux marcher parce qu'au moins c'est bon, c'est quelque chose de beaucoup plus abordable pour quelqu'un qui se lance, on va dire, sur le marché internet. Voilà. Alors, de quoi je vous parle ici en pleine nature? C'est faire un petit peu le point sur le virus. Alors ici, on est bien parce que contrairement à l'hérésie, je dirais, du gouvernement qui veut nous empêcher de faire des tours en pleine nature, notamment en forêt, Euh, en réalité, on ne risque absolument rien dans la forêt, hein, puisque dans la forêt, il n'y a pas de virus, hein, il n'y a pas de virus en forêt. Il peut pas, on sait maintenant que le virus peut, comment dire, enfin, si, il peut être là. Si moi j'ai le virus en moi, je peux, voilà, le virus est dans la forêt à travers moi. Il peut être à travers même des animaux. Mais à part me faire mordre par un renard enragé qui aurait en plus le Covid-19, en plus de la rage, bon bah là oui, j'aurais la totale, j'aurais le Covid-19 plus la rage. Mais généralement, les renards qui ont simplement le Covid-19, ouais, ils vont pas venir vous mordre et vous le filer, quoi. Au contraire, ils ont tendance à vous fuir. Donc quand vous vous baladez en forêt, les animaux ont tendance à vous fuir. Ah, on n'est pas en Afrique, il n'y a pas des prédateurs, hein, non plus, ou dans la jungle indienne, hein. Donc il n'y a pas de risque d'attraper des virus en forêt. Voilà. Mais bon, moi je suis pas été très loin, je suis pas loin, je suis évidemment à 1 kilomètre, à moins d'1 kilomètre même, de chez moi. De toute façon, la forêt est pas très grande ici, donc le kilomètre je l'ai vite fait, hein. Voilà, j'ai vite fait le tour. Voilà. Mais bon, ça fait quand même du bien de prendre un peu l'air dans un endroit bucolique, parce que c'est nécessaire, je pense, surtout quand on a la possibilité de le faire. On aurait tort de s'en priver, d'autant plus qu'on ne risque rien. C'est stupide. Ah, comme je le dis encore une fois, le confinement, déjà, bon, je ne vais pas revenir sur l'idée du confinement, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos pourquoi ça ne servait à rien, mais ça sert d'autant plus à rien en province, surtout quand vous vivez dans des petites communes, surtout que vous avez la possibilité de vous balader en forêt, vous ne risquez rien. Vous croisez très peu de gens dans la forêt. Ah, ça arrive qu'il y ait des gens qui se baladent, mais très peu, surtout en ce moment. Donc c'est pas. En plus, mais j'ai même croisé des gens masqués dans la forêt, alors que ça sert à rien, mais bon. Après, bon, on n'est jamais trop prudent, moi je peux comprendre, hein, je jette pas la pierre aux gens.
Voilà, mais comme je jette pas la pierre aux gens qui font des. Par contre, j'ai une croisée qui font des longues balades, hein. Ah, ils sont équipés pour. Donc ça veut dire qu'ils font plus d'1 kilomètre. Mais je leur jette pas la pierre. Parce que je comprends que effectivement, c'est des gens adultes et responsables qui savent ce qu'ils font et qui assument derrière. Voilà, je pars de ce principe-là. Euh, Ce que je voulais dire, pour faire un petit peu le point, donc pour ceux qui se posent des questions par rapport à l'origine de cette épidémie. C'est vrai qu'on a entendu tout et n'importe quoi, toutes les théories du complot possibles et imaginables. Et c'est vrai que maintenant, avec un petit peu de recul, hein, ça fait un petit moment maintenant qu'on suit cette affaire-là, il me semble que pour moi, l'hypothèse la plus probable, après ça n'a pas une grande importance, mais c'est important de comprendre ce qui se passe comme dans le monde. L'hypothèse la plus probable, c'est la piste américaine. Voilà, c'est la piste américaine. C'est que pour moi, je pense qu'il est clair que que ce virus a été confectionné en laboratoire. D'ailleurs, j'ai vu l'hypothèse qui est celle d'Alain Soral qui me semble assez plausible, qui serait qu'en vérité ce virus serait une combinaison entre deux virus déjà existants. Un peu une espèce de synthèse entre les deux. Et je pense que c'est tout à fait, c'est tout à fait probable, hein, puisqu'on sait que déjà l'année dernière, on avait entendu que le virus de la variole avait été recréé alors qu'il avait été principe éradiqué dans un laboratoire, je crois au Canada ou aux États-Unis, je ne sais plus trop où. Donc c'est pas totalement c'est pas totalement conspirationniste de penser qu'on ait pu on a pu créer un nouveau virus en laboratoire. Après effectivement bon, voilà, certains disent accident, certains disent pas accident. Moi je pense que c'est pas un accident, je pense que ce sont les Américains qui sont derrière. Alors attention, quand je dis les Américains, il faut faire attention, je parle pas de Trump. Hein, je ne parle pas de Trump, qui pour moi n'a rien à voir là-dedans. Je parle de l'État profond américain, parce que quand on parle des États-Unis, c'est pas comme la France. Le président américain n'a pas tant de pouvoir qu'on peut le croire, puisque surtout Trump d'ailleurs, puisqu'il est en conflit avec ce qu'on appelle l'establishment aux États-Unis, c'est-à-dire l'État profond, c'est-à-dire plus concrètement la CIA, le Sénat américain, etc., avec notamment l'ensemble des démocrates et même une bonne partie des républicains de son propre parti, puisque Trump est un espèce d'électron libre qui a réussi à prendre le pouvoir avec un hold-up. C'est quelqu'un de très bon dans les affaires et qui du coup a appliqué la même méthode en politique, et c'est comme ça qu'il a réussi à prendre la présidence des États-Unis avec un peu de chance aussi, hein. Voilà. Toujours est-il que c'est lui qui est là et qu'il a beaucoup de monde autour de lui qui est contre lui. Alors dans sa politique depuis 4 ans, il y a beaucoup de compromissions. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que j'avais dit, pour parler un peu de la politique américaine, hein. Donc j'avais annoncé à propos de la politique américaine quand Trump est arrivé au pouvoir, c'était en 2017, donc la même année que les présidentielles en France. J'avais annoncé que Trump serait un excellent président pour les États-Unis. Personne ne me croyait, tout le monde autour de moi me disait que c'était un dictateur et qu'il allait faire la guerre au monde entier. Et finalement, on a vu que c'est le contraire, puisqu'il a fait la paix, contrairement à Obama, alors qu'on a donné le prix Nobel de la paix à Obama, alors qu'Obama n'a fait que faire la guerre. Il a renforcé les troupes en Afghanistan, en Irak, il a fait bombarder la Syrie. Alors Trump l'a fait aussi, hein, de manière ponctuelle, mais parce qu'il y avait une compromission avec l'État profond à ce moment-là. Il s'est dit, si vous voulez, on va aller balancer 2-3 bombes en Syrie, et puis en échange, vous me laissez faire ce que je veux au niveau national. Et c'est vrai qu'au niveau national, c'était le premier président depuis longtemps qui a redressé l'économie américaine. L'économie américaine, sur ces 3 dernières années, ne s'est jamais aussi bien portée. Et par contre, en France, la même année, on a eu Macron qui est arrivé au pouvoir. Et la France était à feu et à sang, quoi, avec évidemment les gilets jaunes, avec tout ce qu'il y a eu, avec bon, la France était déjà dans un état économique, social, sanitaire aussi déplorable. Et Macron n'a fait qu'aggraver les choses, hein, puisqu'ils ont continué à fermer des lits, notamment dans les hôpitaux, et on en voit les conséquences aujourd'hui. Voilà, entre autres choses, hein. Donc on voit très bien, alors à cette époque-là, j'avais effectivement déjà fait campagne contre Macron en disant, même s'il y avait un rat qui était au deuxième tour contre Macron, j'aurais voté pour le rat. Donc c'était Marine Le Pen en l'occurrence, donc j'ai voté pour Marine Le Pen, j'ai appelé même à voter pour elle. Et à ce moment-là, j'ai perdu tous mes anciens amis qui étaient, quand on était plus jeune, militants d'extrême gauche avec moi. Ah, ils m'ont tous viré des réseaux sociaux. Certains sans rien, la plupart sans rien dire d'ailleurs, puisque ils n'ont pas supporté le fait que je soutienne Marine Le Pen contre Macron. Voilà. Après, bon, c'est un point de vue, voilà, c'est comme ça. Hein, moi, j'ai expliqué pourquoi. J'ai expliqué, c'est pas un soutien inconditionnel à Marine Le Pen, mais en tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, si c'était Marine Le Pen qui avait été au pouvoir, elle aurait probablement fermé les frontières, ce qui aurait été une mesure déjà qui aurait permis
de faire entrer beaucoup moins de gens porteurs sur le territoire français. Voilà. Et que de toute façon, vu ce que va ce que va causer le confinement, ça sera au moins aussi pire que si on avait fermé les frontières pour ce qui est des conséquences économiques. Donc, et puis maintenant, on se rend compte que de toute façon, tous les pays commencent à faire ça. Euh, donc, on voit bien que finalement, j'avais raison sur toute la ligne, hein. Quand je disais qu'il fallait pas voter Macron, il fallait voter directement Marine Le Pen, au moins on aurait eu la fermeture des frontières assez tôt. Voilà. Mais bon, après, on peut pas refaire l'histoire, hein. Puis de toute façon, j'ai pas une confiance absolue non plus dans Marine Le Pen. Je suis pas sûr qu'elle aurait eu une politique absolument impeccable. Pas aussi bien que Trump aux États-Unis en tout cas. Voilà. Mais bon, ça c'est la situation. Mais c'est seulement pour comprendre. Voilà, je pense que c'est l'État profond américain qui est derrière. Pourquoi? Alors parce qu'il faut un mobile. Et c'est la seule explication pour moi qu'il y a un mobile valable. C'est-à-dire, on sait de toute façon, il y a plein de précédents dans l'histoire, hein. On peut remonter comme ça jusque que ce soit l'attaque du Maine en 1898 ou Pearl Harbor ou enfin tout ce que les Américains ont essayé de mettre en place à l'étranger, etc. Pour, euh, pour asseoir leur pouvoir et défendre leurs intérêts. On voit qu'ils ont été très loin. On peut même parler même à faire beaucoup de morts. C'est-à-dire, on peut même parler de ce qui s'est passé avec Hiroshima et Nagasaki, hein, en 1945. Ils ont lancé 2 bombes atomiques sur le Japon alors que c'était inutile puisque le Japon était déjà vaincu, hein. Ils ont rasé l'Allemagne alors que l'Allemagne était déjà complètement défaite aussi, hein. Donc, effectivement, les Américains, pour défendre leurs intérêts, n'hésitent pas, et ça a été prouvé dans l'histoire, hein, l'histoire récente de leur pays, qu'ils n'hésitent pas à faire des dizaines, voire des centaines de millions de morts pour défendre leurs intérêts. Donc ça serait pas étonnant qu'ils aient lâché ce virus dans la nature pour, euh, pour, euh, pour défendre leurs intérêts, les intérêts encore une fois de l'État profond américain, qui est de défaire Trump. Puisque à la fin de l'année, je rappelle, à la fin de l'année 2020, il est censé avoir les élections américaines, pour lesquelles Trump partait ultra favori, hein. On voyait même dans les démocrates, ou le même, oui, dans les primaires démocrates, on voyait que les mecs abandonnaient les uns après les autres parce qu'ils voyaient que bon, ils étaient, finalement, il n'y avait pas vraiment de mecs qui se détachaient plus que les autres. Et puis il voit que Trump à côté, c'est l'écrasement, quoi. Tous les sondages montrent que Trump il va vers sa réélection dans un fauteuil, quoi. Et donc les mecs sont tellement dégoûtés, ils se sont dit le seul moyen, ce serait qu'il arrive une catastrophe et qu'on puisse mettre ça sur son dos à Trump en disant regardez, il a mal géré la crise, etc. Le problème, c'est que Trump peut profiter de la crise justement, puisqu'elle maintenant elle est tellement énorme, et ça leur échappe peut-être, elle a pris tellement de proportions, en tout cas médiatiques et politiques au niveau mondial. Ah, il y a une espèce de psychose, j'en ai déjà parlé dans ma dernière, qui est absolument délirante, hein, qui s'est emparée du monde pour un petit virus de rien du tout, qui finalement fait pas tant de morts que ça. Au début, bon, c'était normal, on le connaissait pas, mais maintenant qu'on le connaît un petit peu et qu'on voit les dégâts qu'il fait, on se rend compte que c'est pas non plus l'hécatombe, c'est pas la peste noire du Moyen Âge, hein. Donc tout ça pour dire que voilà, on est en vérité vers quelque chose qui a échappé un peu à ces apprentis sorciers de l'État profond américain. Encore une fois, j'affirme rien, hein, c'est l'hypothèse la plus probable, hein, pour moi, hein. Parce que les Chinois, je vois pas ce qu'ils auraient à faire là-dedans. Et les Français, bon, ils sont peut-être complices, en tout cas certains Français. Je pense pas que Macron directement le soit, mais peut-être Agnès Buzyn, il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Et de toute façon, bon, il y aura des commissions qui enquêteront là-dessus après coup. Et peut-être qu'effectivement, les vrais coupables vont payer. Mais je pense que les commanditaires sont aux États-Unis. Voilà, les commanditaires sont aux États-Unis. En France, on n'a eu que des exécutants qui ont peut-être joué un rôle, mais c'est pas. Voilà, la France n'est pas à l'origine de ce scandale politico-sanitaire. Je pense que ce sont les Américains, l'État profond américain, avec la CIA, voilà, les démocrates, les sénateurs, enfin bref, voilà, qui ont commandité ce coup-là pour, voilà, pour faire perdre Trump. Le problème, c'est que Trump peut se saisir de la Constitution américaine pour faire comme d'autres présidents l'ont fait avant en temps de crise, pour, enchaîner, pour repousser les élections, voilà, et donc pour faire un mandat plus long que prévu, hein. Voilà, donc je pense qu'il y a des moyens constitutionnels pour pouvoir le faire. Voilà donc pour la situation, hein. Je pense que c'est intéressant de faire ce petit point-là, hein. Je sais que beaucoup de gens diront peut-être que c'est pas utile de savoir d'où vient le virus, hein. De toute façon, voilà, maintenant il faut le combattre, il faut faire avec. Mais c'est vrai que de toute façon, il va falloir vivre avec. Maintenant, il est lâché dans la nature, il est là. Euh,
on va pas refaire ce cirque de confinement, de psychose sociale et sanitaire tous les ans. Maintenant, il faut apprendre à vivre avec ce virus, comme on vit avec des virus et des bactéries. Là, par exemple, je suis en forêt, il y a tout un tas de bactéries autour de moi. Bon, je suis immunisé parce que j'ai l'habitude, je venais jouer ici quand j'étais gosse, je me suis roulé dans la boue. Là, donc les bactéries, j'en ai bouffé depuis tout petit, donc je suis immunisé contre ça. Ben, le virus, c'est pareil, le virus, on va se le bouffer et on va finir par être immunisé. Voilà, si c'est pas déjà le cas. Et donc le problème, c'est ce qu'il faut... je pense que c'est quelqu'un comme Thierry Casasnovas qui a raison. La vraie solution, c'est que pouvons-nous faire pour booster notre immunité. Voilà. Je pense que c'est la vraie question. Au lieu de faire des débats sur les masques, sur les je ne sais quoi, les tests, etc. Alors c'est important, il faut faire des tests, c'est important de faire des tests. C'est important aussi de donner de l'hydroxychloroquine, là, voilà, et d'écouter le docteur Raoult, puisque pour l'instant c'est celui qui est le plus performant dans la lutte contre ce virus. Et voilà, mais je pense que, comme le dit Thierry Casasnovas, ce qui est important, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour booster notre immunité, quel que soit notre âge, quelles que soient nos faiblesses ou nos forces. Il faut pouvoir trouver le moyen, effectivement, de se prémunir contre ce virus ou contre tous les autres virus qui existent. Il ne faut pas les oublier aussi, toutes les bactéries aussi qu'il peut avoir. Et il y a plein de pistes, il y a plein de choses. Donc je vous invite à aller voir un petit peu ce que dit Thierry Casasnovas ou d'autres naturopathes sur Internet qui vous expliquent simplement comment réussir à booster son immunité. Hein. Bon, moi je vais pas le faire parce que je suis pas le mieux placé pour, hein, mais voilà, il y a des gens qui l'expliquent très bien. Et je pense que c'est la meilleure piste pour combattre ce virus comme tous les virus. Voilà. C'est booster son immunité pour éviter de se retrouver dans la réanimation ou en attente de pouvoir être réanimé, parce que on voit que maintenant il y a une saturation au niveau des hôpitaux qui est due à la politique désastreuse de l'État. Hein. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre de l'État qui s'occupe de nous, il faut nous prendre en main. Et, euh, et je crois que c'est la meilleure leçon pour l'avenir. Voilà. Donc voilà, c'était une petite mise au point euh, sur cette affaire. Je pense que voilà, si on cherche des causes, c'est important de comprendre aussi ce qui se passe. Hein. Je pense que voilà, c'est toujours la même chose en vérité. On va chercher des théories très compliquées. C'est comme quand il y a eu le 11 septembre. Hein, au début, les premiers jours, je me rappelle qu'il y avait des théories totalement farfelues. On parlait même d'extraterrestres, de trucs complètement. Voilà, on parlait d'espèces d'anciens soviétiques. Je me rappelle, il y avait des trucs complètement délirants qui sortaient. Mais on était prêt à croire à tout, quoi, parce que c'était tellement incroyable. Et finalement, bon, avec le temps, bon, il y a des théories plus terre à terre, on va dire, qui finissent par sortir et se révéler avec le temps. Hein, voilà. Mais c'est vrai que, si on regarde bien l'histoire des États-Unis, c'est ça. Hein, ils ont fait beaucoup plus de morts encore que ce virus-là. Je pense qu'au final, il n'y aura pas tant de morts que ça. Mais les Américains ont été capables d'en faire beaucoup plus pour défendre leurs petits intérêts d'État, leurs intérêts impérialistes. Voilà. C'est malheureux, mais c'est le monde dans lequel nous vivons et on n'en est pas sorti encore. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup. Je vois beaucoup de gens sont optimistes, dans un optimisme un peu béat, en train de penser que cette histoire de virus va nous changer, nous rendre plus solidaires, etc. Donc, peut-être, pourquoi pas, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a des gens qui ont encore le pouvoir profond, le pouvoir invisible, celui qu'on ne voit pas, celui des banques, celui des intérêts financiers, qui est toujours là, hein, et peut-être qu'ils se servent aussi, eux, de cette crise pour tester notre résistance à l'autorité. Et le fait de nous voir peut-être être confinés et accepter le confinement et même faire la police entre nous, c'est peut-être pas forcément une bonne chose aussi. Donc moi je mets un bémol quand même à cette espèce d'optimisme béat ambiant qui consiste à croire que nous serions en train de vivre une expérience qui nous changerait, qui nous mènerait vers un meilleur futur. Faut pas oublier que y a nous, il y a le peuple, et puis il y a ceux qui ont le pouvoir réellement, et puis les exécutants du pouvoir comme Macron, parce que Macron n'a aucun pouvoir. Macron n'est qu'un exécutant d'un pouvoir qu'il a au-dessus de lui. Voilà. Et c'est vrai que il faut aussi réfléchir à essayer de comprendre comment ce pouvoir arrive à rester encore au pouvoir. Et il faut se poser la question de l'émancipation à ce pouvoir. Alors effectivement, jusque-là, il y avait on peut dire les illusions pseudo-marxistes. Hein, voilà, d'ailleurs, je pense peut-être faire une vidéo là-dessus sur mon passé trotskiste et puis comment dire, comment j'en suis sorti, etc. Comment je suis sorti de certaines illusions, voilà.
et peut-être remettre, enfin, c'est pas forcément des illusions, mais il faut le remettre à niveau aujourd'hui. C'est-à-dire il faut se remettre à penser aujourd'hui une nouvelle forme d'émancipation. Voilà. Et je pense qu'il y a des pistes intéressantes, peut-être au niveau du survivalisme. Voilà, il y a des choses à creuser parce que il faut trouver de nouvelles formes d'émancipation de cet État qui est prêt à nous tuer, qui est prêt à inventer des choses totalement délirantes pour nous faire peur et pour nous maintenir dans la soumission. Et c'est peut-être des pistes de réflexion, je pense qu'il faudrait avoir au lieu d'avoir des débats sur les masques et des choses comme ça, ou de vouloir la tête de Macron parce que il n'a pas fait ce qu'il fallait au bon moment. Voilà. Je pense que ça, c'est bon, on peut le faire, mais il faut situer le débat plus haut, il faut voir plus loin. Quoi. Voilà. Pour pas que ce genre de situation se reproduise et pour pas que nous soyons trop dépendants de cet État qui veut décider pour nous. Voilà, comme je vous ai dit, moi j'étais prêt à m'auto-confiner quand j'ai appris qu'il y avait un virus inconnu qui arrivait, parce que je me suis dit peut-être que ça va être l'hécatombe, et peut-être qu'il va falloir rester caché pendant des mois, mais vraiment confiné, c'est-à-dire même sans aller faire les courses ni rien du tout. Et puis finalement, je me rends compte que c'est une grosse grippe, quoi, voilà, qui va peut-être faire un peu plus de morts que la grippe saisonnière, et encore, on n'est pas parti sur ces bases. Parce que j'ai vu, il y a certains chiffres, y compris récemment, de morts de la grippe qui sont assez impressionnants, et ça a même tendance à augmenter avec le temps. Donc c'est peut-être plutôt un problème d'immunité, de système sanitaire aussi des pays occidentaux qui est à mettre en cause. Voilà, je pense que c'est surtout à ce niveau-là qu'il faut chercher. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse avec ces réflexions, qui sont ni trop optimistes ni trop pessimistes, hein, qui sont réalistes simplement, et qui devraient être une bonne base pour réfléchir à comment se prémunir contre tous ces dangers-là. Voilà, et sur ce, bah, je vous donne rendez-vous à bientôt pour une vidéo, peut-être dans un cadre comme celui-là, ou voilà, dans la cave où j'ai l'habitude de faire les vidéos. Au revoir à tous. Voilà, petit ajout à cette vidéo, maintenant je suis revenu chez moi, mais je voulais faire une petite précision, parce que j'ai réfléchi à un autre truc du coup en rentrant de ma petite balade, parce que ce que je fais d'habitude quand je vais voilà, en milieu naturel comme ça dans la forêt, j'ai tendance à faire une petite tournée d'inspection. Bon, déjà de prendre une douche, mais avant de prendre la douche, faire une petite tournée d'inspection, c'est-à-dire aller voir si éventuellement il n'y a pas de tiques qui se serait glissé sur ma peau. Effectivement, puisque c'est le genre de choses qui arrivent en forêt, voilà. Alors, et du coup, ça m'a fait penser à une chose, c'est la fameuse, vous savez, la fameuse maladie de Lyme, effectivement, qui est un risque qu'on peut avoir aujourd'hui en forêt, c'est-à-dire quand on se balade dans la forêt, on peut effectivement tomber sur une tique, et si on a une tique qui serait infectée par la maladie de Lyme, eh bien ça peut avoir des complications. Bon, ça peut ne rien donner du tout, hein, parce que si on est bien immunisé ou quoi, c'est un peu comme le virus, hein, vous savez, il peut atteindre certaines personnes et pas d'autres, mais parfois ça peut donner des grosses complications, et ça peut aller jusqu'à une paralysie du système nerveux. Ah, ça, c'est la maladie de Lyme. Euh, le problème, c'est que cette maladie de Lyme est une maladie assez récente. Ouais, voilà, vous allez voir le parallèle que je vais faire avec le virus là. C'est une maladie qui est assez récente, qui existe depuis, je crois, une trentaine d'années à peu près, ou peut-être pas un peu moins même. Et on a eu, bah, ce qui est drôle, c'est que l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une demande de la part de sénateurs américains au Sénat, hein, une demande d'une enquête parlementaire sur euh, de, sur une éventuelle création par des laboratoires de la CIA de cette maladie de Lyme. Est-ce qu'on pense effectivement de plus en plus qu'elle aurait été créée, puisqu'il y a plein de rapports qui parlent d'utilisation de tiques comme éventuelle arme, comment on dit, microbiologique ou bactériologique, voilà. Et c'est vrai que on peut se poser la question, est-ce que finalement, de la même manière que les Américains, c'est très probable qu'ils soient à l'origine de cette maladie de Lyme, de manière accidentelle ou pas, hein, voilà. De la même manière, effectivement, ça renforcerait la théorie que j'ai développée tout à l'heure, qui serait d'un laboratoire américain qui aurait joué aux apprentis sorciers en créant ce virus à partir d'autres virus. C'est fort possible puisqu'ils sont visiblement, et on le pense de plus en plus, hein, c'est une théorie qui est moins en moins conspirationniste, sur la maladie de Lyme en tout cas, que ce serait effectivement la CIA qui sera à l'origine de la propagation de la maladie de Lyme. Voilà. Mais, encore une fois, de manière accidentelle ou pas.
Et là, on peut, effectivement, donc ça renforce cette idée. C'est pour ça que je voulais partager avec vous cette petite réflexion-là. Alors, juste une chose par rapport aux tiques, si vous avez peur, effectivement, des attaques de tiques, maladie de Lyme, ce qu'il faut faire, c'est que, moi, c'est ce que je fais à chaque fois quand je rentre d'une balade en forêt. Avant de me laver, hein, donc je me déshabille et je regarde partout s'il n'y a pas la présence de tiques. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est pour ça qu'il faut le faire assez vite, parce que des fois, vous pouvez avoir les tiques qui se baladent sur les poils, vous voyez, et du coup, ils sont pas encore en train de vous attaquer. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est bien se secouer, parce qu'on les voit pas forcément, hein, ils sont tout petits hein, la plupart du temps, hein. Donc on les voit pas forcément bien à l'œil nu. Donc il faut bien se secouer et puis surtout tout de suite bien se rincer hein, pour les faire partir éventuellement. Et si par contre ils sont déjà accrochés à la peau et en train de rentrer, là c'est pour ça qu'il faut le faire assez vite parce que là ils sont pas encore bien rentrés, ils mettent beaucoup de temps, hein, c'est lent hein, à rentrer vraiment. Donc vous prenez une petite pince à épiler il faut prendre celles qui ont les bords bien recourbés, hein, j'essaie de le faire devant l'écran. Voilà, qui ont les bords bien différents comme ça du reste du socle, qui font bien comme ça. C'est mieux, qui sont en pointe, vous voyez. Parce que c'est mieux pour attaquer, c'est ce genre de pince qui est la mieux vraiment comment dire, pour saisir le, le, le petit insecte. Hein, donc, vous faites ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que avant de le saisir, le problème, c'est qu'il faut le faire d'un seul coup, parce qu'après, plus vous essayez de l'attraper, il va sentir qu'on essaie de l'attraper, il va s'accrocher encore plus, et c'est très tenace, hein. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout d'abord, il faut absolument pas le toucher, hein. Je vous rappelle que, quand même, il faut bien s'inspecter, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait, on ne sent pas, hein. Une piqûre de tique, on ne la sent absolument pas. C'est tout à fait indolore, ça ne gratte pas ni rien du tout. Vous pouvez même vous toucher, vous le sentirez pas forcément. C'est pour ça qu'il faut bien regarder. Si vous n'avez pas des bons yeux, regardez avec une loupe. C'est simple, quand vous voyez un tout petit point noir avec un peu de rouge autour, c'est une tique. Voilà. Si vous voyez un point noir où il n'y a pas de rouge autour, normalement c'est un simple grain de beauté un peu sombre, voilà, mais c'est pas forcément une tique. Une tique, normalement, on voit qu'il y a un peu de rougeur autour parce qu'il commence à s'attaquer au sang. Donc là, vous le voyez tout de suite. Mais s'il n'est pas encore entré, vous voyez les petites pattes, hein, vous voyez, bon. Et là, une fois qu'il est rentré, vous voyez juste un petit point noir. Et s'il est cerclé de rouge, c'est que là, c'est effectivement une tique qui est en train d'essayer de rentrer dans votre corps. Alors, ce qu'il faut faire là, c'est, comme je vous ai dit, d'abord vous écartez un petit peu la peau autour. Vous ne touchez pas la tique, mais vous les écartez légèrement autour, la peau. Et ensuite, vous positionnez la petite pince juste au-dessus, mais il ne faut pas le toucher, encore une fois. Vous la positionnez au-dessus, prêt à tirer. Et là, il faut choper d'un coup sec, comme ça. C'est pour ça qu'il faut déjà positionner la pince très près, pendant que avec l'autre main, vous écartez un peu la peau. Et comme ça permettra d'avoir une meilleure prise. Là, hop, un coup sec. Et normalement, ça vient tout seul. Avec ce genre de pince, ça vient tout seul. Maintenant, si vous n'y êtes pas arrivé du premier coup, là, il faut pas hésiter à gratter un peu la peau avec la pince jusqu'à l'attraper, hein. Et faites attention parce que parfois, on peut attraper le corps, mais la tête peut rester. La tête n'a pas besoin d'être solidaire du reste du corps, elle peut continuer à faire son office et infecter le corps, hein. C'est vraie saloperie, ces bêtes-là. Voilà. Alors, sachant qu'il n'y a pas que des maladies de Lyme, il y a d'autres formes de maladies qui peuvent être dues à des tiques, hein. Moi, comme je vous ai dit, je jouais beaucoup en forêt étant gamin. Ça se trouve, j'ai eu certaines maladies. Alors, c'est pas de maladies graves, hein, c'est voilà, des petits rhumes ou des petites grippes, des choses comme ça. Peut-être dû effectivement à un tic qui serait rentré, qui m'aurait infecté. Ça peut arriver, il y a pas mort d'homme, hein. C'est pas parce qu'une tique est rentrée dans votre organisme que vous allez mourir. Voilà. Mais c'est vrai que bon, il vaut mieux prendre ses précautions avec cette maladie qui traîne. Il vaut mieux faire attention parce qu'elle peut être bien plus, peut-être, enfin, pas forcément, mais peut-être plus dangereuse que ce fameux virus. Et en tout cas, vous voyez, enfin, elle est quasiment aussi invisible, hein, puisque ces tiques sont tellement petits, on les voit pas forcément, et si on pense pas à regarder, avant de prendre sa douche, à regarder son corps si on n'en a pas quelques-unes, essayer de les retirer, eh bien on peut effectivement s'exposer à ce genre de maladie, hein. Moi j'ai déjà vu, on peut voir qu'on a. Un des signes qui montre qu'on a cette maladie, c'est quand on a un œdème, hein, une espèce de grosse boule, hein, souvent sur les jambes, parce que souvent les tiques, il faut surtout garder les jambes, hein. C'est surtout les membres inférieurs hein, qui sont. J'ai entendu que les membres supérieurs, c'est plus rare. J'ai entendu que ça pouvait aussi attaquer la tête, le cuir chevelu, mais moi, j'en ai jamais vu. Je sais pas, j'ai jamais trouvé de tique au niveau de la tête. Moi, c'est toujours dans les membres inférieurs. C'est toujours les jambes
Et même, faut même regarder près des parties génitales aussi, hein, parce qu'on pense pas forcément, mais je veux dire, surtout nous les hommes, on a tendance à faire pipi un peu n'importe où, et puisqu'on peut le faire debout un peu n'importe où, et puis il suffit que voilà, on baisse le pantalon, et puis la tique en profite pour venir. Et d'ailleurs, moi la dernière fois que j'en avais enlevé une, c'était en haut des cuisses, hein. Donc à un endroit où je m'imaginais pas forcément en avoir une. Hein, parce que même si on est en pantalon, tout ça, ça veut rien dire. On peut très bien avoir une tique qui s'infiltre et qui à un moment donné va se balader jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit qui lui plaît et c'est là qu'elle va attaquer. Voilà, mais c'est surtout au niveau des jambes, donc c'est pour ça qu'il faut bien regarder au niveau des jambes. Après, il faut regarder le reste du corps aussi, mais surtout les jambes. Voilà. Donc ça, c'est le petit conseil pour ceux qui veulent éviter les morsures de tiques et éventuellement d'attraper la maladie de Lyme. Hein, quand vous allez vous balader en pleine nature, surtout si vous avez été dans les... Normalement, si vous restez dans les sentiers battus, vous risquez rien. Mais si vous aimez bien, comme moi, sortir un peu des sentiers battus, et que vous avez été dans des endroits où il y a des hautes herbes notamment, là, il faut... C'est pour ça, par contre, si vous vous allongez dans des hautes herbes, là, c'est vrai que là, il peut y avoir peut-être des attaques de tiques au niveau de la tête. Parce que c'est vrai que, normalement, elles sont au niveau des hautes herbes. C'est pas... c'est- je sais pas si elles sont dans les arbres aussi, mais je crois pas. C'est plutôt au niveau du sol, ou même elles peuvent effectivement monter assez haut s'il y a des hautes herbes ou des plantes. Elles sont souvent dans les plantes basses, près du sol, mais pas, voilà, c'est assez rare qu'elles soient plus en hauteur. Normalement, c'est plutôt près du sol. C'est pour ça que, par exemple, les animaux, les chats, par exemple, ont souvent des tiques au niveau de la tête, souvent des...